Donc, le front-end O3 communique avec le back-end en utilisant l'API REST, FHIR ou un REST personnalisé. Dans le passé pour O2, ce n'était pas pareil. Nous utilisions le rendu côté serveur pour toutes les pages que vous voyez sur l'interface O2. Tout était rendu côté serveur. Pour O3, on profite des outils et des langages modernes de développement web et donc on fait tout en rendu côté client. Donc, en conséquence, il y a beaucoup de communication entre le front-end et le back-end en utilisant le REST. C'est pourquoi c'est crucial. Lorsque vous refaites l'authentification, il est crucial de bien connaître l'API REST, car sans cette connaissance, vous ne pourrez ni stocker ni récupérer des données du back-end. Je vais partager des liens vers la documentation de l'API REST et de l'API FHIR. Que parlons de FHIR est une norme d'interopérabilité pour l'échange de données entre systèmes de santé. Chez OpenMRS, nous l'adoptons. Notre recommandation pour l'avenir est que chaque fois qu'une API REST est mise en œuvre dans OpenMRS, nous préférerions l'implémenter en FHIR. Vous utilisez cela à la place de notre API REST personnalisé. Notre objectif idéal est d'atteindre un point où nous pourrons avoir le front-end qui communique avec notre back-end exclusivement et uniquement via l'API FHIR. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons encore un certain nombre de ressources qui ne sont pas encore converties en FHIR. Pour ces cas, nous nous retrouvons à utiliser l'API REST personnalisée, mais finalement, nous prévoyons d'implémenter toutes les ressources en tant que ressources FHIR. Donc, j'aimerais partager, comme le dit cette commande, je voudrais partager quelques ressources ici avec vous. Le premier que je vais partager est celui-ci. C'est donc notre stratégie FHIR. Pour ceux qui ne l'ont pas en accrassé, cela vous donne une explication de pourquoi on a besoin d'utiliser FHIR. Pour ceux qui entendent parler de FHIR pour la première fois, cela fournit quelques liens où vous pouvez explorer cela. C'est quoi cette pourquoi l'utilise-t-on et quand devrait-on l'utiliser? Vous trouverez des liens vers notre documentation FHIR, notre guide d'implémentation et tout ce genre de choses. Donc, pendant votre temps libre, vous pouvez parcourir ceci pour obtenir une compréhension approfondie de FHIR. Pourquoi FHIR et les cas où j'utilise l'API FHIR et pour les cas où j'utilise notre propre API REST. D'accord? C'est une très bonne documentation que je vous recommande de lire. D'accord? Et ensuite, je partagerai également un autre lien pour notre API REST. Je partagerai deux liens. Et le premier concerne notre REST, le module REST d'OpenMirror en général. Mais pour la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions cette API REST des services web pour les clients. D'accord? Laissez-moi vérifier notre... appel backend en utilisant soit l'API REST, soit le FHIR. On l'appelle aussi l'API REST FHIR. Mais quand je parle de l'API REST, je fais référence à notre module API OpenMirrors personnalisé. Et quand je parle de l'autre, je dirais FHIR. Il y a deux modes. Vous pouvez aller sur Dev3. On ne pense pas avoir besoin de vous fournir le lien Dev3, car je pense que vous connaissez déjà ce lien. Donc, lorsque vous vous connectez à Dev3 et allez à l'écran d'administration, dans les services web REST, vous verrez les paramètres, la documentation de l'API et les tests. D'accord? Laissez-moi commencer par la documentation de l'API. La documentation de l'API était notre ancienne documentation de l'API Swagger. Et nous l'avons dupliquée, donc nous ne l'utilisons plus, mais cela peut vous aider à savoir quelles ressources sont disponibles. Comme vous pouvez le voir, nous avons la ressource OBS, nous avons la ressource de traîner, le journal du serveur. Vous n'allez pas utiliser toutes ces ressources, mais juste pour vous donner une idée de ce qui est disponible, vous verrez que nous avons un get pour l'OBS, vous savez, un post pour l'OBS, puis un get où vous passez l'OBS, et ensuite un UID, un bon nombre d'entre eux. Vous pouvez essayer de faire défiler vers le bas, et je veux que nous
concentrions sur le patient. Vous pouvez même faire une recherche à travers eux. Je peux faire Ctrl+F, puis taper patient. Dans ce cas, je voulais que nous obtenions la ressource patient. Comme vous pouvez le voir, nous allons manipuler un peu la ressource patient, mais elle vous offre les options disponibles où vous pouvez rechercher tous les patients, un patient particulier en utilisant un UID, une recherche, un ETC. Lorsque vous cliquez sur n'importe laquelle de ces options, par exemple, quand je clique sur un jet, cela vous liste les paramètres, comme limiter le nombre de résultats à retourner, par exemple l'index, le décalage à partir duquel commencer, la version et toutes ces choses. Je vais explorer un peu plus en détail tout cela. Je voulais juste utiliser ce temps pendant que nous attendons que cela... Ah, d'accord. Donc, pour revenir à cela, il a réussi à construire les éléments du front-end. Maintenant, il me demande quel port souhaitez-vous que votre serveur utilise. Il vous donne un port par défaut. Dans ce cas, c'est le port README cutoff. Si vous n'avez aucun processus en cours sur ce port, le port par défaut devrait convenir. Mais si jamais vous avez autre chose qui fonctionne sur ce port, vous êtes libre de taper un autre port comme 8080, 429 ou autre chose. Mais dans ce cas, je n'ai rien qui fonctionne sur le port 8420. Donc, je vais juste aller avec ça. Si vous voulez suivre ce qui est indiqué par défaut, vous appuyez simplement sur Entrée. Voilà, c'est tout. Ensuite, que tu vous demandes si vous souhaitez activer le débogage à distance, etc., etc. Mon conseil pour le moment est d'accepter simplement le réglage par défaut. Ce qui ne signifie pas de débogage, en appuyant simplement sur Entrée. Plus tard, lorsque vous serez perfectionné dans l'utilisation de votre SDK, vous pourrez activer cela et configurer le port et tout ça. Mais pour l'instant, lors de la première installation, ne vous inquiétez pas pour ça. Allez juste avec le paramètre par défaut et appuyez sur Entrée, ce qui ne signifie pas de débogage. Et ensuite, il vous donner quelle base de données utiliser. Actuellement, nous supportons MySQL, MariaDB et Postgres. Pour MySQL, cela devrait être 5.7 et plus. Je pense que nous devrions mettre à jour le SDK pour indiquer que c'est 5.7 et plus, mais ne vous inquiétez pas pour les étiquettes. Tant que vous savez si vous avez un MySQL installé quelque part ou si vous avez MySQL exécuté en tant que conteneur Docker, c'est l'option numéro 2. Donc, 2 et 3 nécessitent Docker, mais pour 1 et 4, vous n'en avez pas besoin. Donc, si vous avez Postgres installé sur votre machine, vous pouvez choisir l'option numéro 4 tant que c'est Postgres 8.2 et au-dessus. Je vais choisir la toute première option qui est MySQL 5.7 et plus. Dans ce cas, j'ai MySQL 8 installé sur ma machine. Donc, cela correspond à l'option numéro 1 car tout ce qui est de 5.7 et plus va être une option valable pour le numéro 1. Dans ce cas, laquelle choisiriez-vous? Je tape 1 et puis j'appuie sur Entrée. Cette distribution nécessite une base de données MySQL. Veuillez spécifier l'URL de la base de données. Ma recommandation est ne touchez pas à cette URL car j'ai trouvé de nombreux posts sur les forums demandant de l'aide lors de l'utilisation du SDK. Et il concerne le fait de modifier cette URL. Essayez de taper des choses avec. Quand vous êtes expert dans l'utilisation du SDK, c'est bien, vous pouvez personnaliser cette URL. Mais quand vous êtes novice et que vous utilisez le SDK pour la première fois, la solution la plus simple est de la laisser telle qu'elle. Les valeurs par défaut sont généralement bonnes. Ça fonctionne la plupart du temps. Donc, dans ce cas, il nous fournit une URL par défaut avec un port MySQL par défaut et un nom de base de données comme espace réservé. Mais il va remplacer cela par le nom du serveur SDK que vous avez choisi. Dans ce cas, nous avons choisi le serveur 13. Donc, nous allons remplacer ceci par le nom du SDK. Donc, je vais juste appuyer sur Entrée pour indiquer que je souhaite simplement utiliser le paramètre par défaut. Puis, s'il vous demande de son utilisateur sur la base de données, comment tu peux attribuer un compte ayant les privilèges de création de base de données? Par défaut, il vous suggère root. Par contre, si vous avez un autre compte que vous souhaitez utiliser pour accéder à la base de données, vous pouvez taper le nom de ce compte. Dans ce cas, je vais simplement suivre la suggestion par défaut, qui est root. Donc, dans ce cas, je vais simplement appuyer sur Entrée. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser le compte root et que vous souhaitez utiliser un compte différent et que ce compte a les privilèges de création de base de données, n'hésitez pas à le taper ici. Mais je vais me contenter du défaut et appuyer sur Entrée. Veuillez spécifier le mot de passe de la base de données. Dans ce cas, c'est le mot de passe qui correspond au nom que vous avez spécifié précédemment. Dans ce cas, c'est mon compte root pour MySQL et je vais simplement taper le mot de passe. D'accord. Donc, si le mot de passe est correct, il passera à l'étape suivante. Il donne quelques détails
sur la version du JDK à choisir. Si vous avez un mot de passe incorrect, cela affichera immédiatement une erreur et cela s'arrêtera. Le message d'erreur indiquera précisément que la connexion a échoué à cause du mot de passe et tout ça. Mais dans ce cas, le mot de passe était correct, donc ça a réussi. Si vous avez plusieurs versions de Java installées, parmi celles supportées, elles seront énumérées ici pour vous. Mais dans ce cas, comme je l'ai dit, nous insistons un minimum de Java 8. Java 11 est également supporté. Donc, si vous souhaitez utiliser Java 11, choisissez cette autre option numéro 2, autre, et cela vous donnera une option pour le spécifier. Mais pour un nouveau venu, ce n'est pas nécessaire. Allez simplement avec la première option, qui est Java 8, listée en numéro 1. Donc, je tape 1 et j'appuie sur Entrée, et puis ça dit que ça a été configuré avec succès. Ainsi, mon serveur 3 a été configuré avec succès. Alors, il me donne un chemin sur mon système de fichiers où ce serveur est stocké. Cet emplacement des deux serveurs est utile lorsque vous souhaitez vous débarrasser de vos serveurs. Par exemple, si je veux réinitialiser et me débarrasser de tous mes serveurs pour revenir au serveur 1 ou n'importe quel autre, c'est le dossier où il conserve ses serveurs. C'est le dossier où il cherche pour voir le nom par défaut qu'il propose. Si vous tapez un nom personnalisé, tout sera stocké dans ce dossier. Donc, vous savez que c'est le dossier où l'information du serveur est configurée. Maintenant que tout est en place, l'étape suivante est de suivre les instructions ici pour exécuter. Nous avons exécuté cette commande de configuration et nous avons terminé. Maintenant, nous passons à la commande d'exécution. Il y a quelques autres options ici, mais je ne vais pas entrer dans ces détails pour simplifier les choses pour commencer, mais je peux revenir à cela et passer en revue la version réelle, ignorer les dépendances et tout ce genre de choses. Mais pour l'instant, je ne vais pas entrer dans cela. Il s'agissait juste d'une liste de ce que nous traversons, le nom du serveur, etc., etc. Et ensuite, donc nous en sommes au point où vous lancez l'exécution. Après que la configuration est réussie, l'étape suivante est de faire fonctionner ce serveur que nous venons de configurer. Donc, vous lancez l'exécution. Donc, quand vous lancez cette commande, elle télécharge un certain nombre d'artefacts. Et puis, c'est prêt. Et comme je n'ai pas fourni l'option du serveur à exécuter, il me les liste. Si vous ne voulez pas qu'il vous les liste, vous pouvez utiliser une syntaxe avec -d et ensuite ajouter l'identifiant du serveur. Pour un débutant avec le SDK, c'est l'option la plus simple car il suffit d'appuyer sur Entrée, vous ne faites rien. Au curso, pour ça, vous ne connaîtriez même pas le paramètre pour spécifier quel serveur. Il vous suffit d'appuyer sur Entrée et il les listera pour vous. Et ensuite, vous choisissez lequel en utilisant le numéro correspondant au serveur. Dans ce cas, celui que nous venons de configurer est le serveur 13. Et selon le système de numérotation ici, il s'agit du numéro 1. Donc, je tape 1. Donc, il vérifie si le port Weni Karam est utile, puis il dit Kan est libre. Si c'était Udlaz, il chercherait un autre port pour vous. Cela lance un certain nombre de choses en arrière-plan. Il démarre Tomcat. Et ensuite, une fois que vous voyez, vous regardez un peu ici pour que ça attende qu'il soit configuré. Et après, il dit ici, OpenMRS est prêt à l'emploi à ceci. D'accord? Donc, quand vous voyez ça dans les journaux, cela signifie que vous êtes prêt à aller dans le navigateur et accéder à cela. Vous pouvez simplement copier cela ou vous pouvez le taper directement si vous le savez. Mais si vous êtes nouveau, vous pouvez juste copier cela pour ne pas avoir à le mémoriser, puis aller dans le navigateur. Tapez-le là-dedans et appuyez sur Entrée. Ensuite, que de vous pouvez voir qu'il démarre la configuration du back-end. D'accord, cela prend un certain temps. Comme vous pouvez le voir dans les journaux, il y aura beaucoup d'activités pour le configurer. Donc, pour le processus d'installation, c'est un peu lent, cela prend du temps. Donc, comme il va faire cela, vous le laissez faire cela et continuons avec l'API parce qu'il n'y a pas d'entrée ici. Cela fonctionnera après quelques minutes, cela sera terminé et puis nous continuerons. Il va s'installer et ensuite nous serons prêts à nous connecter. Mais comme cela prendra un peu de temps, concentrons-nous sur l'utilisation de l'API. Alors, je partageais ici les liens pour l'API REST pour les clients et puis pour l'API FHIR. Ensuite, je pense avoir aussi partagé, laissez-moi revenir à Dev3, désolé. Je vais sur Dev3, la version en ligne, mais une fois que ce SDK est configuré localement sur ma machine, vous pouvez également consulter la version locale.
Lorsque vous allez sur Dev3, il y a la documentation de l'API dont j'ai parlé. Pour voir les ressources disponibles et voir ce que c'est pour l'API personnalisée. Mais maintenant, je vais passer au test. Test. Je vais expliquer cela. Les API Fire et REST. Chris demande, quelle est la différence entre les deux API REST? Il y a l'API Fire et notre API personnalisée. J'ai partagé un lien que j'avais déjà partagé, Chris, mais permettez-moi de le partager à nouveau ici. Chris, le lien que je viens de partager montre notre stratégie FHIR. Comme je manque de temps, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce lien vous donnera un peu plus d'informations sur pourquoi FHIR, pourquoi nous recommandons d'utiliser l'API FHIR et pourquoi vous devriez essayer FHIR avant d'utiliser notre API REST personnalisé. Un intérêt particulier, en suivant cela, nous avons notre documentation pour les ressources que nous fournissons pour FHIR lorsque vous allez à Sori. Quand vous allez sur, laissez-moi juste partager ici, fire.openmrs.org. Désolé, c'est en train de... Donc, lorsque vous allez sur ce lien, cela vous montre, vous pouvez aussi obtenir ça d'ici. Cela vous montre les ressources que nous supportons. En FHIR, comme vous pouvez le voir clairement, il y a beaucoup plus de ressources que celle-ci seulement, mais c'est un, oh, désolé, un problème de lecture. Donc, c'est une lecture muette. D'accord. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup plus de ressources. Si vous allez sur ce site, fire.openmiss.org, d'accord, allez juste là-dessus. Quand vous regardez ces ressources, il y a vraiment beaucoup plus de ressources. Comme nous avons la ressource patient et les attributs, la ressource personnelle, le praticien, toutes ces choses, mais nous utilisons bien plus pour O3. Donc, si vous voulez posséder un appel pour récupérer des données en back-end, la première chose à faire serait de tester fire.openmirage.org et de vérifier si la ressource qui vous intéresse est parmi celles disponibles. Et puis, vous commencez à utiliser ça. Si vous ne le trouvez pas parmi ceux disponibles, alors c'est là que vous diriez, d'accord, il n'est pas disponible via FHIR. Alors, laissez-moi utiliser l'API REST OpenMRI. C'est l'API REST personnalisée. Donc, si vous voulez, si vous localisez une ressource comme la ressource patient et que vous voulez faire quelque chose avec les patients, et ensuite vous trouvez cela ici, il y a un certain nombre de, vous savez, comment utiliser l'API FHIR2, l'API FHIR. Il existe une très bonne documentation, très polyvalente pour comprendre comment effectuer les recherches. Vous pouvez également la trouver toujours dans notre lien de la stratégie FHIR ici. Mais je vais simplement le mettre ici séparément. D'accord, laissez-moi juste aller à ceci. Utiliser l'API FHIR pour la première fois. La compréhension de la syntaxe pour faire ceci et cela est nécessaire. Mais l'avantage est que tant que vous avez le temps, la documentation est bien en place. Nous n'implémentons pas toutes les options de recherche disponibles ici pour FHIR. Un bon nombre d'entre eux sont déjà pris en charge dans OpenMRS. Mais ce serait un bon endroit pour vous de lire comment utiliser l'API FHIR dans OpenMRS. Une fois qu'une ressource n'est pas listée ici, c'est à ce moment-là que vous utilisez notre API REST OpenMRS. Maintenant, quand je retourne à Dev3 et que je vais tester, donc test est un espace pour vous permettre de tester légèrement notre API REST. Cela charge quelque chose comme ceci. Voyons où en est notre installation et elle n'est pas encore terminée. Continuons donc avec cela. Cela prend en charge obtenir, poster, mettre, supprimer, vous savez, et puis cela donne une option pour le contenu du corps, la représentation et tout ça, d'accord? Essayons. Et tester quelque chose d'aussi simple que, disons, vous voulez obtenir des concepts. Curriculum Savoir, ça commençons par
patient est la ressource. Et puis, bien, voici l'UID du patient que nous voulons charger. Donc, cette ressource qui se charge par défaut lorsque vous chargez cette page et l'API REST pour charger un patient avec cette UID. Mais comme cela est codé en dur dans la page de test, vous n'avez pas de patient avec cette UUID. Mais si vous avez un patient dans votre machine qui a cette UUID, il chargera ce patient. Donc, si j'essaie d'envoyer avec ça, il dit objet non trouvé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de patient avec cette UUID. Si nous essayons de chercher un patient, laissez-moi essayer de voir si je peux trouver un patient et obtenir son UID et vous montrer un exemple. Laissez-moi essayer de chercher, d'accord, laissez-moi charger un patient ici et juste obtenir leur UID. C'est dans Dev3. Laissez-moi voir jusqu'où cela en est encore en cours. D'accord, donc ceci est un patient sur Dev3. Je vais juste faire semblant de modifier juste pour obtenir l'UID. Il y a un ID patient, mais il est différent d'un UID, juste ici en bas. Voici l'UID pour ce patient. Copier. D'accord? Donc, si je retourne à l'écran d'administration et que je vais au test. D'accord, donc j'ai remplacé cette UID par l'UID d'un patient qui existe déjà réellement. C'est une requête GET, donc je n'ai pas besoin de contenu dans le corps. Donc je vide cela et clique sur Envoyer. Vous pouvez voir que cela me renvoie les détails sur ce patient. C'est un exemple d'utilisation de l'API REST. Il obtient ce patient pour moi et charge des propriétés ici. Je veux que nous plongions un peu plus dans les détails sur la façon d'utiliser cela. Lors de la présentation d'hier, j'ai vu des gens se demander ce que c'était que cette représentation personnalisée, comment la créer et tout ça. Je vais expliquer un peu à ce sujet, mais je vais commencer par partager avec vous la documentation correspondante. Si vous regardez, laissez-moi juste la mettre, je pense, dans le chat. API REST pour les clients, d'accord, c'est celui-ci. Je pense que je l'avais déjà partagé, mais je vais juste le partager à nouveau ici. Quand vous regardez l'API REST pour les clients, Alex a donné une documentation sur l'API REST, comment utiliser les sous-ressources. Pour l'instant, vous pouvez ignorer les sous-ressources. Lorsque vous êtes novice, les sous-ressources peuvent être déroutantes. Je veux juste que vous parcouriez légèrement les conventions URA pour savoir comment faire cela. Et comment faire, nous faisons nos get, nos posts. Vous pouvez voir qu'ils commencent tous par WS, REST, V1, ressources, puis le Q pour la requête et tout ça. Pour supprimer, vous savez, tout ça, on y reviendra plus tard, mais je voulais qu'on aborde des points comme la limite. D'accord. Représentation, je vais revenir sur la limite à nouveau, mais laissez-moi d'abord passer à la représentation. Les représentations, parce que j'ai vu des gens poser des questions à ce sujet hier, quand Vinit tapait des choses comme custom, etc., n'est-ce pas? D'accord. Donc, quand nous revenons à cela, c'est la représentation par défaut. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez dessus, cela apparaît tel quel, c'est par défaut. Mais lorsque vous consommez cette API, il faut vous trouver dans des situations où vous n'avez pas besoin de tout cela. Et comme vous le savez, plus vous transférez de données à travers le réseau, plus vous utiliserez de données sur votre réseau, plus l'interface mettra du temps à se charger et plus vous mettrez de pression sur le back-end. Essayez de limiter la quantité de données que vous renvoyez. Et donc, l'une des choses à prendre en compte en tant que bon développeur web. Par exemple, disons que vous voulez obtenir les données sur ce patient, mais vous n'êtes pas intéressé par tous ces détails que vous pouvez voir ici, n'est-ce pas? Disons que vous voulez seulement obtenir l'UID. D'accord, bien sûr, vous avez l'UID. Mais supposons que vous ne voulez obtenir que l'UID et l'affichage. Ces deux premières propriétés, UID et affichage. Et que vous ne voulez rien d'autre. D'accord? La fonctionnalité personnalisée entre maintenant en jeu en vous permettant de spécifier les propriétés qui vous intéressent. Donc, dans ce cas, je taperai personnaliser. La syntaxe est custom, deux points, puis ouvrez une accolade et fermez-la. Et à l'intérieur, vous mettez les propriétés qui vous intéressent. Dans ce cas, je veux l'UID, virgule, display, juste ces deux, et puis j'envoie. Donc, vous pouvez voir que maintenant,
ça me renvoie uniquement le UID et l'affichage et rien d'autre. D'accord. Donc, de cette façon, j'ai limité la quantité de données que le serveur renvoie pour le même appel REST API en spécifiant simplement cela comme la représentation personnalisée. Parce que je fais cela via cette interface. Laissez-moi, pour te montrer ce WebAssembler que la syntaxe se sera sur un client. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà utilisé Postman, mais la Postman est également un autre client. Il pourrait y avoir plusieurs options que vous pouvez utiliser pour ces appels REST. Juste ici, je peux obtenir cette API exacte que je viens de faire. Et ensuite, obtenez ici. C'est sur Dev3, d'accord? D'accord, juste ici. Pas trouvé, Dev3 patient. D'accord, laissez-moi voir. Je pense que je vais le copier à nouveau. D'accord. Je vais simplement de copier correctement à nouveau. Donc ça, c'est Dev3. Laissez-moi voir où ça commence. OpenMRS. D'accord, donc je n'ai pas besoin de ça. Non trouvé. D'accord, je vais juste faire le patient sans ceci. Et je me demande pourquoi ça ne passe pas, mais je vais m'en occuper plus tard. Laisse-moi juste accéder à ça. Retour à nos représentations personnalisées. Je peux retirer cette représentation personnalisée, puis CTRL A et supprime ça. J'envoie ça et ça me donne ça. Laisse-moi partager autre chose pour cela. Je veux faire quelque chose d'un peu plus compliqué. D'accord, laisse-moi réessayer ça. Non, je pense que j'ai juste un double. Non, je le vois déjà. Je pense que j'ai juste mis en double. Et je vois 1, 2, 3, 4. D'accord. D'accord, je vais examiner ça plus tard. Je veux faire une autre représentation personnalisée, plus compliquée. J'ai commencé par une simple de UID et puis affichage. Je veux avoir un affichage et une personne à la place. Et ensuite, je vais te montrer quelque chose ici, UI personnalisé puis virgule personne. Et est-ce que j'ai bien tapé? Laisse-moi d'abord le faire. Ah, se pourrait-il que le serveur soit en panne? Oh, désolé, j'ai oublié de mettre un 2 points ici. UID, personne. Et merci. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai UID et personne, d'accord? Maintenant, parfois, vous voudrez peut-être approfondir l'objet personne. Et peut-être que dans la personne, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses qui ont été mises sous personne. Et probablement, vous voulez, disons, l'affichage et le genre, ou l'affichage et l'âge, ou juste l'âge, d'accord? Donc, la syntaxe est la suivante. Vous viendriez ici à la personne et utiliser la même syntaxe en utilisant à nouveau deux points
puis la parenthèse ouvrante et fermante. Et ici, vous mettez, disons, dans ce cas, je veux l'affichage, virgule, puis l'âge. D'accord? Disons aussi le genre, virgule, puis l'âge. Donc, vous voyez qu'il y a un UID, il y a une personne, et à partir de la personne, je fais l'affichage, le genre et l'âge. Vous pouvez continuer à approfondir encore plus. Par exemple, disons que je n'ai pas personnalisé cela et je dis pour la personne, je veux qu'il retourne tous ces champs, mais laissez-moi voir s'il y a un objet ici, disons attribut, d'accord? Vous pouvez aller jusqu'à les imbriquer et dire, d'accord, parmi les personnes, je veux arriver au nom préféré, et puis dans ce nom préféré, je veux aller dans les détails d'un nom préféré. Vous pouvez donc utiliser la même syntaxe et aller en profondeur dans les étiquettes de n'importe quelle propriété qui sont disponibles pour vous. Pour cet objet, voilà donc la représentation personnalisée que Vinit a partagée avec nous. Vous pouvez obtenir un peu plus de détails ici. Si vous regardez cela, cela vous donne quelques détails, quelques explications sur quand utiliser le mode par défaut. Le mode par défaut est celui qui s'affiche lorsque vous ne spécifiez rien. Mais le mode complet est celui qui vous renvoie tout. Alors, quand je reviens, cet appel et effacer cela, remplacez-le par complet. Cela me donne l'objet complet avec toutes les propriétés telles qu'elles existent sur le serveur. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de données. Dans certains cas, lorsque vous en avez besoin, vous pouvez utiliser ce complet. Mais si vous n'avez pas besoin de tout cela, cela peut vous être d'une grande aide. Je vais aussi mentionner que nous avons la documentation pour cette API REST. Je pense que je ne l'ai pas partagée. Laissez-moi la partager parce que c'est essentiel. Je vais la mettre dans le chat ici. Cette documentation vous donne les ressources. Le point regrettable est que cela est manuel. C'est-à-dire que lorsque nous créons des ressources, de nouvelles ressources, cela doit être mis à jour manuellement. Ce n'est pas automatisé. Mais c'est un bon point de départ pour voir quelles ressources sont disponibles avec quelques explications et des informations, comme vous pouvez le voir ici, pour le patient. Ça vous montre comment nous recherchons un patient, comme vous pouvez le voir ici. Comment nous obtenons un patient à part l'UID. Je pense que nous avons déjà fait cela, où nous mettons un patient, et c'est exactement ce que nous avons fait. C'est le patient, et ensuite l'UID. Donc c'est de cela qu'on parle ici. Nous avons un patient, et ensuite l'UID cible. Comment créer un patient? Cela vous montre un exemple d'une requête POST que vous feriez à ce point de terminaison, et ensuite les données dans cette requête, et comment vous feriez réellement un POST pour créer un patient. Je veux aussi dire que cette documentation n'épuise pas complètement les options, surtout en ce qui concerne les exemples. Très souvent, j'ai rencontré des personnes qui sont venues ici et ont dit « Oui, je l'ai vu, mais elles ne donnent pas d'exemple de comment faire ceci ou cela. » Les tests dans le code source sont également de bons exemples de l'utilisation de l'API, surtout pour les tests qui utilisent directement JSON. Je veux partager un lien avec vous ici. Lorsque vous allez sur l'API REST OpenMirrors sur GitHub, Web Services REST, c'est le module API REST que nous utilisons. Pour le module FHIR2, si vous allez sur GitHub et recherchez FHIR2, vous verrez également que c'est le module FHIR2. Lorsque vous accédez au test dans ces modules, il vous donne de bons exemples de l'utilisation du module. Pour les cas où la documentation n'a pas tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez vous référer au test. Laissez-moi vous donner un bon exemple ici. Lorsque vous allez dans le module REST API, il y a ce test qui s'appelle patient contrôlé test. D'accord? Il y a les cas, un certain nombre de tests comme il faudrait obtenir un patient par UID. Ce n'est pas un bon exemple car il crée des objets de Java. Mais je vais vous donner un exemple ici qui utilise JSON. Vous devez créer un patient. Donc, c'est un bon exemple pour un développeur front-end parce qu'il crée un patient. Il gère exactement JSON. Vous pouvez voir qu'il envoie du JSON qui contient une personne et l'UID de la personne ici, puis les identifiants et ensuite l'emplacement. Donc, si vous essayez d'utiliser une API REST et que vous ne connaissez pas d'exemple de ce à quoi les données devraient ressembler, en regardant le code du dossier de ressources de test, vous ne savez pas.
ce sera un bon endroit pour vous de jeter un coup d'œil et de comprendre comment les choses sont utilisées. C'est un exemple de création d'une personne et d'un patient, car ici, on crée un patient à partir d'une personne existante. Ceci crée à la fois une personne et un patient à partir de zéro. Et vous pouvez voir qu'il vous donne un exemple de JSON. Oubliez les barres de formatage, mais regardez juste les propriétés et les objets tels que vous les formateriez en Java. Les scripts sont formidables. Donc, c'est un autre bon endroit que je vous recommanderais de consulter lorsque vous traitez ce genre de choses. Ressources de l'API REST, vérifions sur notre serveur pour voir où cela en est. Je pense, ça devrait être là. Laissez-moi voir. D'accord, je pense que c'est ça. D'accord, je pense que c'est terminé. Oui, c'est le serveur que nous avons configuré. Donc, je vais mettre ça. D'accord? Donc, cela me demande de sélectionner un emplacement. Et voilà. Donc, voici le nouveau service O3 que j'ai configuré localement sur ma machine, ici. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, je vais configurer un nouveau service O3. Vous pouvez maintenant commencer à explorer, faire les trucs d'API et tout ça. Si vous voulez aller à l'écran équivalent avec lequel j'ai joué, vous feriez l'admin. Et puis, quand vous y arrivez, vous allez à l'onglet de test et commencez à explorer cette interface pour les REST API. Mais si vous voulez revenir à l'autre, O3 Home, c'est là que vous iriez. Donc, c'est la configuration du SDK d'O3. Et vous pouvez toujours revenir ici et puis arrêter le serveur avec CTRL-C, dans ce cas, sur ma machine. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous l'arrêtez et essayez de le charger, il ne se chargera plus. Mais vous pouvez toujours revenir en arrière et le relancer en utilisant la commande promise SDK-run. Il vous demandera quel serveur vous choisissez. Et dans ce cas, je choisirai le serveur 1, qui est le serveur 13, et il se lance. Cette fois, cela ne prendra pas aussi longtemps que la dernière fois. Et une fois que c'est fait, vous devriez pouvoir accéder à l'interface et commencer à développer en utilisant un serveur O3 local au lieu du Dev3 en ligne. L'API REST supporte-t-elle la recherche comme un nouvel ID? Oui, elle propose de nombreuses options de recherche, de paramètres comme la limitation et tout ça. Oui, malheureusement, je n'ai plus de temps, mais je voulais. Mais si vous regardez la documentation que j'ai mise à votre disposition pour l'API, vous verrez qu'elle offre de nombreuses options, comme la limitation des options, la pagination des résultats au cas où vous auriez 1000 résultats, comment les réduire à 5 à la fois, aller au suivant, etc. Elle propose donc de nombreuses options. Au-delà de la simple recherche par UID, vous pouvez rechercher des patients par nom, des concepts par nom et de nombreux autres paramètres. Oui, vous pouvez rechercher des patients, mais il est recommandé de les filtrer afin de ne pas surcharger le serveur.